En 1760, Don Guiton sent que sa fin approche. Ce moine a passé une partie de sa vie à voyager à travers la France. Sa mission était de visiter les monastères de l'ordre de Cîteaux et de s'enquérir de leur situation morale et matérielle. Pour en rendre compte, il a rédigé des carnets relatant l'histoire et la situation de ces abbayes de façon très précise. Malheureusement, ses écrits ont disparu. Ne voulant pas que ses connaissances se perdent, il fait appeler son neveu à son chevet. « Antoine, je suis heureux que tu aies pu venir. »« Bonjour mon oncle, vous sentez-vous mieux ?»« Ah, laissons cela de côté. J'ai à t'entretenir de choses plus importantes. »« Je vous écoute. »« Je voudrais que tu prennes en note quelques-uns de mes souvenirs au sujet de ces visites d'abbaye que j'exerçais quand mes deux jambes me portaient encore. »« Si cela peut vous être agréable. »« Cela me rendrait bien service. Pour commencer, je vais te rappeler l'origine de ces abbayes cisterciennes. Comme tu as dû l'apprendre au XIe siècle, certains courants monastiques, comme le tout-puissant ordre de Cluny, ne semblent plus respecter leurs vœux d'humilité et de charité. Dans ce contexte, des courants naissent comme autant d'oppositions. Les cisterciens faisaient partie de ces nouveaux mouvements. »« Je me demandais, mon oncle, d'où vient ce nom étrange de cistercien. »« C'est tout simple. La première abbaye de l'ordre fut construite dans un endroit où l'on trouvait beaucoup de roseaux appelés cistelles, en ancien français, ce qui donna Cîteaux. Les moines de l'abbaye de Cîteaux se nommèrent les cisterciens. »« Vous parlez de la première abbaye. Y en a-t-il eu beaucoup d'autres ?»« Oui, et l'expansion fut remarquablement rapide, surtout à partir de 1113, quand un jeune chevalier, Bernard de Fontaine, entre au monastère. En partie grâce à son influence, à sa ferveur et à son charisme, les postulants affluent. L'abbaye devient rapidement trop petite et va fonder des abbayes filles, La Ferté, Pontigny, Clairvaux et Morimont. Ce schéma se répète à chaque fois. Chacune des abbayes filles donne naissance à ses propres filles, toutes respectant les règles de Saint-Benoît. En 200 ans, 700 abbayes ont été fondées. On parle d'essaimage. »« C'est de cette façon que fut créée l'abbaye de Vauclair, que vous appréciez tant ?»« Oui, exactement. Elle est fille de Clairvaux. C'est l'évêque Barthélemy de Jures qui demanda à l'abbé de Clairvaux de fonder une communauté dans le diocèse de Laon. Ainsi, le lieu-dit Kurt-Memblin allait accueillir cette nouvelle fondation. C'est un espace qui répond aux exigences des sites cisterciens. Une claire vallée orientée est-ouest, si bien que le soleil y brille du lever à son coucher. Une petite rivière, l'Ailette, coule en son fond. Construite à quelque distance de ce ruisseau, l'abbaye reçoit le nom de Vallis Clara, qui donne Vauclair. Elle porte donc le même nom que son abbaye mère, Clara Vallis. »« A-t-elle beaucoup changé depuis sa création ?»« Ce n'est plus du tout la même. On peut penser qu'à l'origine, elle ressemblait beaucoup aux filles de Cîteaux de la même époque. Saint Bernard avait tracé des plans types pour faciliter la construction de toutes ces abbayes. On les appelle plans bernardins. Il s'agissait pour lui de traduire la règle bénédictine dans l'espace. Dans ces plans, on retrouve le carré monastique, le cloître issu de la villa romaine, ainsi que tous les bâtiments nécessaires pour servir Dieu selon la règle. L'oratoire, le réfectoire, le dortoir. »« Et le bâtiment des frères Convers ?»« Oui, les frères Convers, chargés d'aider les moines dans les travaux manuels, sont logés dans l'enceinte de l'abbaye. La taille de cet édifice, particulièrement allongé, nous indique que l'abbaye comprend un nombre important de moines. » »« Tous ces frères Convers faisaient fonctionner l'économie de l'abbaye ?»« Oui. Ils participaient principalement aux travaux agricoles. À l'extérieur du clos, les frères Convers travaillaient la terre. La culture des céréales permettait de nourrir l'abbaye.
L'élevage était aussi pratiqué. Il faut imaginer l'abbaye comme une petite ville. Au-delà de la porterie, on pouvait trouver un pigeonnier. Une hôtellerie pour les visiteurs, et des bâtisses pour entreposer les outils. Mais aussi un potager et tout autre bâtiment nécessaire à son fonctionnement. Je comprends qu'avec tout cela, il y a eu beaucoup de monde dans l'enceinte de l'abbaye. Oh oui, rapidement il s'avéra nécessaire d'agrandir l'enceinte. Dès le XIIIe siècle, l'abbaye occupe un enclos de 17 hectares, fermé par un mur d'enceinte. Il ne s'agit pas d'un simple agrandissement, mais de la construction d'un nouveau monastère à l'emplacement du premier. Les moines ont détruit les bâtiments existants pour en construire de plus vastes. Ce Vauclair II témoigne de la prospérité et de l'influence de l'ordre cistercien. À quoi servait cette grande enceinte? Dans sa règle, saint Benoît commande que tout ce qui est nécessaire doit se trouver au sein de l'abbaye, dans l'enclos abbatial. De cette façon, on évite que les moines se dispersent à l'extérieur. L'idéal cistercien, c'est le retour au désert. Le cloître symbolise également cette fermeture au monde extérieur. Le regard du moine ne peut s'enfuir qu'en regardant vers le ciel. Toute leur journée se déroule donc sans que jamais ils ne sortent de l'abbaye? Effectivement, la journée se passe au cœur de l'abbaye et se trouve rythmée par la prière. La première commence au cœur de la nuit. Les frères se lèvent à la première heure du jour et du dortoir se rendent à l'église pour prier, en passant par un escalier prévu à cet effet. C'est la prière de vigile, appelée parfois matine. En tout, une succession de 8 prières organise le temps au sein de l'abbaye. Comment occupent-ils leur temps le reste de la journée? Eh bien, par la lecture, qui est le second pilier de la vie monastique. Elle peut avoir lieu seule ou en communauté, par exemple dans la salle du chapitre. C'est étonnant comme nom, salle du chapitre. C'est vrai, le chapitre est une assemblée où l'on débat des affaires courantes de l'abbaye. Ces assemblées sont introduites par la lecture d'un chapitre, de la règle de saint Benoît, d'où le nom donné à la salle. Il y a aussi des lectures pendant les repas. C'est exact. Saint Benoît souhaitait qu'une lecture soit donnée durant le repas afin que l'esprit soit nourri en même temps que le corps. Ainsi, toute la communauté se retrouve au réfectoire pour le repas, au cours duquel on partage nourriture corporelle et spirituelle. On m'a parlé de grands ateliers d'écriture où les moines recopient la Bible et des textes religieux. Les moines copistes ne transcrivent pas seulement les écritures et les textes religieux. Ils recopient également des ouvrages plus généraux, destinés à l'enseignement ou bien encore des documents administratifs. L'atelier où ils se livrent à ces travaux s'appelle le scriptorium. Ils ont ainsi, avant la mise au point des procédés d'imprimerie, contribué à la transmission des savoirs de génération en génération. La prière, la lecture. Vous m'avez également parlé de travaux manuels, mon oncle. Oui, saint Benoît définit le travail manuel comme le 3e élément essentiel à la vie d'un moine. Il fallait combattre l'oisiveté. Mais cette tâche incombe surtout aux convers, des frères qui logent dans le bâtiment appelé bâtiment des convers. Cet édifice, de grande taille à Vauclair, est composé de 3 parties. Le dortoir, qui s'étend sur tout l'étage supérieur,
le réfectoire au rez-de-chaussée et le cellier. Mais que produit-on à Vauclair? L'abbaye possède un moulin hydraulique pour moudre le blé, ainsi qu'un réseau de canalisation qui va du moulin au vivier dans lequel les moines élèvent des poissons. Effectivement, c'est très ingénieux. Mais ce n'est pas tout. Il y a les terres à blé et à vigne aux alentours, et dans l'enceinte du monastère, de grands pressoirs pour le vin, ainsi que des fours pour cuire des tuiles, des poteries et des carreaux de pavement émaillés. L'abbaye est alors prospère et possède des bâtiments plus grands que ceux construits au siècle précédent. L'église abbatiale, consacrée en 1257, est imposante, mais elle reste cependant inachevée. Sa nef semble amputée, elle se termine sur une façade provisoire. Cette église inachevée témoigne de l'arrêt brutal de l'expansion cistercienne. L'ordre cistercien a connu une évolution analogue à celle qui a caractérisé Cluny. La règle s'est relâchée, les vocations ont fait défaut. Cet affaiblissement du monde cistercien résulte aussi de la guerre de 100 ans. Mais comment était l'abbaye lors de vos visites? Avait-elle encore autant changé? Tu penses bien qu'en 3 siècles, il eut encore bon nombre de changements. L'architecture évolue, les besoins aussi. Ainsi, une église paroissiale est venue compléter l'ensemble abbatial. L'église Saint-Martin. Elle se situe derrière la porterie, qui elle aussi a été entièrement remaniée. D'autres bâtiments s'ajoutent ainsi avec des styles différents. C'est le cas du pigeonnier, de l'hôtellerie ou encore de la maison de l'abbé. La façade de l'église abbatiale prit une forme plus définitive. J'ai bien noté tout votre récit. Cela donnera une histoire passionnante. Je vous en remettrai une copie. Oh, tu sais, je tenais surtout à ce que ces notes soient prises pour que l'on garde le souvenir de cette abbaye. Ces fiers bâtiments semblent pouvoir défier le temps, mais restent bien fragiles face à l'humanité, toujours avide de changement. Don Guiton avait une vision bien réaliste de l'humanité. À la Révolution française, l'abbaye fut vendue à des agriculteurs. Elle devient un hameau. Le bâtiment des convers, une grange. L'église jamais achevée fut démantelée et ses pierres furent vendues. Mais le plus dur restait à venir pour ce site cistercien. En 1917, des tirs d'artillerie venant du chemin des Dames détruisirent la quasi-totalité des bâtiments. Cette abbaye demeure cependant toujours debout dans le cœur des milliers de visiteurs qui continuent à la faire vivre grâce à leur présence.